Bonsoir à tous. La Centrafrique connaîtra-t-elle un jour la paix? Ce pays qualifié de plaie de l'Afrique centrale pourra-t-il un jour guérir? Ce sont des questions que nous nous posons depuis le 8e accord de paix signé par le gouvernement centrafricain et les groupes armés du pays. Cet accord bat désormais de l'aile. Ce soir, dans l'entretien du jour, nous recevons un membre de la société civile centrafricaine qui connaît bien les rouages du pouvoir. Marianne Service, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je disais que vous connaissiez très bien les arcanes du pouvoir puisque vous avez été ministre conseiller à la primature de votre pays. Et puis vous me disiez aussi que vous étiez responsable de commission parlementaire sous la transition, c'est ça? Oui, donc vous savez, vous connaissez l'arrière-boutique. C'est ça. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition au président Touadéra, m'a-t-on dit? Il n'y a pas d'opposition en Centrafrique. Y a-t-il une opposition? Donc, nous sommes tous ceux-là qui veulent aider le président à mener à bien la tâche qui lui incombe parce que c'est pour le bien du pays et de la population. Ce n'est pas une opposition. Ce n'est pas une opposition. Même quand on critique le gouvernement, ce n'est pas pour s'opposer forcément, dites-vous. Il faut critiquer. La démocratie, c'est ça. Il faut critiquer, il faut débattre, mais il faut critiquer dans le bon sens et essayer d'apporter, d'aider le président à trouver les bonnes solutions. Mais la critique n'est pas forcément mauvaise. C'est quoi votre critique à l'égard du président en ce moment? À l'égard du président, la première des choses, c'est le laxisme. Oui. Le laxisme et le laxisme par rapport à tout ce qui concerne les différentes solutions de sortie de crise. Oui. Et il y a aussi cette envie de ne pas vraiment trouver les bonnes solutions. Oui. Vous croyez qu'il a eu une envie de ne pas trouver les bonnes solutions ou il est confronté à de vrais problèmes qui n'ont pas de solution? Quand on se prépare à un poste comme celui-là, et surtout que le président Touadéra n'est pas un novice en politique. Vous conviendrez avec moi qu'il a fait 5 années auprès du président Bozizé. Donc c'est quelqu'un qui, si moi déjà vous dites que je connais bien les rouages, qui connaît mieux les rouages que moi. Donc là, aujourd'hui, il est à même de pouvoir diriger le pays. Et il faut aussi retenir que c'est le président le plus diplômé, le président qui a eu déjà côtoyé pendant un certain temps ces mécanismes-là. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Malheureusement, on constate que les solutions qui devraient prosaïquement se présenter à lui ou bien dont il devrait se prévaloir, ce n'est pas celles vers lesquelles il va. Donc, c'est un choix délibéré de ne pas aller vers les vraies solutions, vous me dites. On ne peut pas tout à fait ne pas le remarquer. Oui. Soyez plus précise. On peut donner, par exemple, l'accord de Khartoum. Oui. L'accord de Khartoum, le président, c'est lui qui a demandé à ce qu'on puisse l'aider. Est-ce qu'avait-il vraiment... était-il nécessaire pour lui maintenant de biaiser ou de ne pas respecter les critères d'applicabilité de cet accord? Très bien. Puisque vous évoquez l'accord de Khartoum, on va se poser, puisque c'est le 8e accord qui a été d'abord paraphé à Khartoum et qui a ensuite été signé en Centrafrique, validé par l'Union africaine. On va se poser quelques secondes. Cet accord a été voulu parrainé par l'Union africaine pour que la Centrafrique sorte enfin de la crise. Et ce que vous évoquez ce soir est simple, c'est qu'au lendemain de cet accord, il y a eu la dissolution du gouvernement et la formation d'un nouveau gouvernement. Et à partir de la formation du nouveau gouvernement, il s'est produit quelque chose d'incroyable, c'est que les groupes armés qui étaient parties signataires de cet accord, ont commencé les uns après les autres à quitter cet accord ou à dénoncer le nouveau gouvernement. Et vous dites que c'est la faute au président. L'accord de Khartoum avait prévu certains principes.
Lesquels, par exemple? Par exemple, par rapport à la formation du gouvernement. Il fallait dissoudre le gouvernement, automatiquement. Ça n'a pas été fait peut-être dans les délais, mais ça a été dissous. Mais quand on voit bien l'accord de Khartoum, c'était aux groupes armés de proposer. C'est-à-dire qu'on a parlé d'inclusivité. La mise en place ou bien la nomination du Premier ministre n'a pas été quelque chose qui résultait d'un consensus. Ça, c'était le premier point. Et c'est quand même assez alarmant parce que si on a été à Khartoum, c'est parce que le président ne pouvait pas faire face aux groupes armés. S'il pouvait faire face aux groupes armés, on ne serait pas allé à Khartoum. Alors, pour quel intérêt le président avait-il à ne pas observer ce principe d'inclusivité? Déjà par rapport ou bien de consensus autour du Premier ministre, premièrement. Deuxièmement, le gouvernement est un gouvernement qui est décrié par tout le monde. Aussi bien la communauté internationale qu'au niveau national. Je n'ai pas entendu la communauté internationale. J'ai beaucoup entendu les groupes armés et quelques partis politiques qui sont sans doute déçus de n'avoir pas plus de strapontins que cela. Pour ce qui est des strapontins, je vais y répondre. Mais je vais d'abord me concentrer un peu sur ce qui n'a pas marché et qui fait qu'on va aller le 18. Donc, il y a, par rapport au gouvernement, tout le monde a décrié. Là, les groupes armés, c'est dans leurs revendications qu'ils en ont fait mention. Mais bien avant cela, quand on demande la démission, quand on demande à ce qu'on puisse changer de gouvernement, la communauté internationale l'avait aussi demandé, c'est ce qui veut dire que le gouvernement, en tant que tel, ce n'est pas que le Premier ministre qu'il fallait faire partir. C'était tout le gouvernement. Or, on voit que tout... enfin, les noyaux durs sont restés. Entendons-nous sur quelque chose simple. L'accord ne dit pas explicitement que le Premier ministre viendrait, par exemple, du rang des groupes armés. L'accord dit un gouvernement inclusif. Et dans ce thème aussi vague, on peut mettre tout ce que l'on veut. C'est ça le problème. C'est peut-être que l'accord a été mal ficelé, non? L'accord ne parle pas seulement que d'inclusivité. Il faut revoir l'accord. Dans l'accord, il est bien précisé que le Premier ministre devait être issu d'un consensus, mais qu'on avait laissé cette possibilité aux groupes armés de proposer. Pour moi, le président, il y a eu une impréparation en allant à Khartoum. Parce que les différents points qui ont été débattus à Khartoum, ce sont des points, vous conviendrez, qui ont été évoqués bien avant. On avait déjà la liste de revendications des groupes armés. Le président pouvait juste mettre certaines conditionnalités. Par exemple, lorsque les groupes armés demandent à désigner le Premier ministre, qu'ils leur disent oui, je peux vous l'accorder à une condition, voici les critères. Voici les critères. Et ça aurait pu contraindre aussi les groupes armés dans parce que... On n'est plus dans un état normal. Si on doit donner la primature aux groupes armés, on n'est plus dans un état normal. Tout à fait, mais on n'est pas dans un état normal si on va tout le temps. Vous avez bien dit, c'est le 8e. Vous avez bien dit que c'était le 8e. Pourquoi les autres n'ont pas fonctionné? Si on était dans un état normal, qu'est-ce qu'on est allé faire à Khartoum? On est allé à Khartoum parce qu'on est dos au mur. Et que pour la population qui souffre, il faut trouver une solution. Le président lui-même, il a dit, la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Quitte à vendre le pays à des groupes armés qui ont tué, violé. En apposant sa signature. En apposant sa signature au bas de ce document. Vous conviendrez avec moi qu'il était d'accord. Il avait tous les éléments avant d'y aller. Il était d'accord. Qui a signé? Et pourquoi avoir fait amener les gens à Khartoum, paraffer à Khartoum et revenir maintenant à Bangui pour pouvoir le signer? Toutes ces cérémonies, pourquoi en fin de compte? Oui, donc vous dites que c'est peine perdue, qu'on aurait dû économiser encore une crise. Pour moi, je pense que les groupes armés, en leur rang, ça va être difficile pour eux de trouver quelqu'un qui réponde aux critères d'éligibilité, pour devenir un Premier ministre. C'est pour ça qu'il fallait que le président se base sur ça. Qu'il se base sur ça. Et en se basant sur ça, c'est pas forcément parmi, parce que là, l'accord ne dit pas que ça doit être parmi les groupes armés.
en disant que les groupes armés pouvaient proposer. Ils pouvaient aussi proposer des personnes qui ne sont pas, mais en qui ils ont confiance par rapport à la gestion du pays. Parce que si on retourne aux causes de cette crise, mais il y a certaines choses que nos dirigeants ont bien ou mal fait. Donc on peut aussi, et il y a des personnes en qui les groupes armés peuvent aussi avoir confiance sans qu'ils ne soient impliqués dans les exactions que font les groupes armés. Nous voici maintenant dans une impasse désormais. Ce 8e accord est dans l'impasse. Tous ces acteurs vont se retrouver le 18 mars prochain à Addis Abeba sous l'égide de l'Union africaine pour tenter encore une fois, je ne sais pas si c'est de faire renaître cet accord ou tout simplement de le réajuster. Est-ce que vous avez bon espoir qu'une solution sorte de là? Écoutez, en toute franchise, nous n'avons pas intérêt, et pour l'image du pays, à revenir encore à une période de transition. Nous n'avons pas intérêt. Et le président, en y allant, s'il se prépare bien et qu'il arrive à trouver les bonnes résolutions, on peut s'en sortir de cette crise. C'est tout à fait possible, mais à une condition qu'on ne se fasse pas oublier à tout moment. On ne peut pas aller signer, mettre sa signature au bas d'un document et 2 jours après encore essayer d'interpréter d'une autre manière. L'esprit de Khartoum n'est pas ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et c'est déplorable. L'esprit de Khartoum, c'est quoi? C'est donner tout le pouvoir à des groupes qui ont violé la population, qui ont pillé et qui veulent continuer à se faire et s'enrichir sur le dos des Centrafricains. Ça, c'est la faute aux dirigeants. Je l'ai dit, je me le répète, c'est que aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où il nous est difficile, sans l'aide de la communauté internationale, de pouvoir trouver une solution. Nous sommes dos au mur. Nous avons demandé de l'aide. Nous sommes allés à Khartoum. En allant à Khartoum, il y a eu une impréparation parce que nous pouvions contourner certains points qui étaient quand même assez importants. On ne pouvait pas aller là-bas pour... Et ce n'est pas sur place à Khartoum qu'il fallait trouver les solutions. On devait déjà venir avec nos solutions. Quelles sont les solutions que le gouvernement avait déjà apportées dans les débats? Sinon que de se laisser conduire par les événements. Voilà. Mais on peut aussi vous opposer le fait qu'on n'a pas besoin d'être dans un gouvernement pour servir son pays. Le Premier ministre l'a dit d'ailleurs, il a dit que ce n'est qu'un début et que comme tout le monde ne peut pas faire partie du gouvernement, il y aura à la primature des places, il y aura dans les directions générales aussi l'implication des groupes armés. C'est comme ça qu'on gère un État. Dites-moi, l'actuel Premier ministre, déjà, en allant à Khartoum, il y a quelque chose qui n'allait pas. On a dit que c'était entre les groupes armés et le gouvernement. Le Premier ministre avait-il déjà qualité de membre du gouvernement en y allant? Je vous pose la question. Non. Déjà. C'est pour ça que je vous dis, il y a une impréparation. Le Premier ministre n'avait pas qualité. Il avait rang et prérogative. Mais il n'est pas ministre plein. Il n'est pas ministre plein. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui est allé discuter avec les groupes armés. Qui est allé discuter alors? C'est le directeur de cabinet du président. C'est pas mandaté un ministre, par le président de la République. Mais exerçant au nom du président de la République. Tout à fait, mais il n'est pas membre du gouvernement à part entière. Où sont ceux qui devaient aller discuter? Ils étaient dans la délégation. Ils ont discuté aussi. Au regard du résultat qui en est sorti, on se demande si on avait vraiment... J'ai donné un exemple. On pouvait tout simplement dire, vous voulez participer, vous parlez d'inclusivité, OK. Pour qu'il y ait inclusivité, il faut conditionnalité. Il faut remplir tel critère pour pouvoir avoir tel poste. Est-ce qu'ils l'ont dit à Khartoum? Ils ne l'ont pas dit. Ils auraient pu le dire. Aujourd'hui, on n'en serait pas là. Parce que les groupes armés seraient partis de Khartoum en sachant que voici les conditions. Les remplissons-nous ou pas? On a laissé faire. Il y a un laisser-faire. C'est pour ça que je parlais dès le début de laxisme. Il y a un laisser-faire, tout à fait. Est-ce que vous direz que le président a échoué? C'est un grand mot. C'est un grand mot et c'est une désolation de faire un tel constat. Mais disons tout simplement que nous devons avoir espoir. Nous devons avoir espoir et que le président... Parce que vous avez parlé d'opposition. Y a-t-il une opposition en Centrafrique? S'il y a une opposition, elle est bien molle.
Il n'y a pas une opposition en tant que telle. Oui. Personne ne veut contrecarrer parce qu'on veut donner une autre image. Oui. On ne veut plus de transition. Mais que le président comprenne que tous les fils et filles du pays veulent travailler et qu'ils puissent chercher les compétences qu'il faut. C'est un appel que vous lui lancez. S'il vous appelle demain, vous pourrez partir le 18 mars en Éthiopie, aider la délégation à apporter des idées? Apporter des idées, oui, mais pas forcément... Lesquelles, par exemple? Mais c'est comme je vous le disais tout à l'heure, parce que les groupes armés, si on avait la possibilité, je le répète encore, si on avait la possibilité de faire autrement, on ne serait pas allé. Si on avait la possibilité de pouvoir discuter entre nous, comme ça se fait. Aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a les gilets jaunes, il y a autres. Macron est là, il fait son travail, il n'a pas appelé la communauté internationale. Nous, à chaque fois, on crie à la communauté internationale comme si on était des bébés, comme s'il n'y avait pas des personnes qui peuvent faire le travail. Ce n'est pas le même contexte non plus. C'est un État qui est complètement disloqué et qui est contrôlé à 80% par des groupes armés. À plus de 80%, je le dirais, puisque même le Bangui n'est pas sécurisé. Même Bangui n'est pas sécurisé. Ce n'est pas la faute du président Touadéra, il a hérité d'une situation. Oh, le président Touadéra, si on se réfère bien, a été quand même aux affaires pendant 5 ans. On a reproché beaucoup de choses à M. Sarandi en tant que Premier ministre. Oui. Mais à chaque fois qu'on veut parler de M. Touadéra, c'est comme si c'était un novice en politique. Ce n'est pas un novice en politique. Ce n'est pas un novice en politique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il a sa part de responsabilité. De tous les présidents qui se sont succédés en Centrafrique, c'est le plus diplômé et c'est celui qui a le plus d'expérience politique. Donc, il n'avait pas droit à l'erreur. On va résumer notre pensée. Malheureusement, cet entretien arrive à sa fin. Vous me dites ce soir qu'il est malheureux que l'accord soit encore une fois dans l'impasse et que c'est le résultat d'une impréparation au sommet de l'État et qu'il y avait moyen de faire mieux que cela. Le 18 mars, donc, il y a un rendez-vous important pour le gouvernement, votre pays, sous l'égide de l'Union africaine à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Est-ce que quelque chose de bon pourrait sortir de cette énième réunion au sujet de votre pays? C'est ma dernière question. Tout dépend du président. Tout dépend du président. Il peut sortir quelque chose de bon si le président se prépare. On peut éviter l'irréparable. Et si rien de bon ne sort? La population va toujours en pâtir. Et il va falloir faire quelque chose pour pouvoir soulager la population. Et c'est là que vous intervenez. C'est un cri. Aujourd'hui, c'est un cri pour dire au président, il ne faut pas qu'il se mette lui-même dans une situation qui va fragiliser encore davantage le pays. On dit qu'il a hérité, mais s'il a hérité et qu'il a voulu venir aux affaires, qu'il nous montre ce qu'il était venu faire. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore ce qu'il est venu faire. Marianne X-Service, merci. Merci. Membre de la société civile centrafricaine, ex-ministre conseiller à la primature en Centrafrique, ancien responsable aussi de commission parlementaire sous la transition. Merci infiniment d'être venu partager avec nous votre point de vue sur ce 8e accord de paix en Centrafrique qui bat de l'aile désormais et qui va être ressuscité, on l'espère, le 18 mars prochain à Addis Abeba en Éthiopie sous l'égide de l'Union africaine. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.